Quand le monde entre en guerre, il peut y avoir plusieurs causes, mais il y en a quand même une qui revient souvent, c'est l'énergie. Bah le pétrole, l'électricité, le gaz, tout ça quoi. On le voit notamment avec la crise en Ukraine et les histoires de gaz russe qui nous posent problème. Mais est-ce qu'il n'existerait pas des moyens de faire de l'énergie vraiment facilement et en quantité suffisante pour tout le monde ? Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau qui a beaucoup de succès depuis à peu près les années 2000 sur internet. Ça s'appelle l'énergie libre. Et l'idée de l'énergie libre, c'est qu'il existerait des formes d'énergie qui sont faciles d'accès, abondantes, gratuites et simples à utiliser. Genre on parle souvent d'utiliser la gravité par exemple, les champs électromagnétiques naturels, la condensation ou encore la foudre pour pouvoir produire de l'électricité. Et donc l'énergie libre, c'est un espèce de gloubi-boulga qui comprend plein de trucs. Mais ça repose particulièrement sur deux concepts qui sont liés entre eux, ce qu'on appelle les générateurs surnuméraires ou encore surunitaires et le mouvement perpétuel. En fait, on a vu fleurir sur le net un nombre incroyable de vidéos de bonhommes qui t'expliquent qu'ils ont réussi à construire des machines qui produisent plus d'énergie qu'elles en consomment. C'est-à-dire avec un rendement qui est supérieur à 100%. Pour donner un exemple du monde réel, les groupes électrogènes qui vont donc transformer la valeur calorifique de l'essence en électricité. Je pense pas qu'il y en ait des masses qui dépassent 50% de rendement, voire pas mal en dessous. Donc quand on parle de 50% de rendement, c'est-à-dire que 50% de l'énergie fournie par le pétrole finit par sortir en électricité. La conséquence de ça, c'est que si t'arrives à faire une machine qui a plus de 100% de rendement, l'énergie qui sort, bah il y en a plus que le fuel que tu mets dedans. Fuel ou quoi que ce soit d'autre. Donc si ça on arrive à le faire, bah il devrait plus y avoir de problème d'énergie dans le monde. Mais parce que imagine que tu fais un générateur qui consomme 100 watts à l'entrée et qui sort ne serait-ce que 101 watts. Bah il suffit d'en brancher plein les uns après les autres pour que tous, à la fin, ils sortent une quantité d'énergie supplémentaire qui est non négligeable. Donc en fait ça fait de l'électricité gratos quoi. Voilà, tu commences peut-être à comprendre là où je veux en venir. Elles sont où ces machines avec plus de 100% de rendement? Bah parce qu'il y en a plein qui sont mentionnés, genre le moteur Minato, le Quantum Energy Generator, la machine à effet Dumas, le générateur Bedini, et bah j'en passe pas mal, hein, il y en a plein. Mais malheureusement, c'est là que le bas blesse, à cause de deux principes assez bien connus des physiciens, qui sont le premier et le second principe de la thermodynamique. Le premier principe, il est aussi connu sous le nom de loi de conservation de l'énergie. Et il dit qu'au cours d'une transformation, l'énergie n'est ni créée, ni détruite. Elle est seulement convertie d'une forme à une autre. Donc que ce soit du travail mécanique, de la chaleur, de l'électricité, de la lumière, du rayonnement, etc. La quantité d'énergie totale reste invariable. En gros, ça veut dire que l'énergie, elle est indestructible. Et donc, dans n'importe quel système, on crée jamais de l'énergie, on se contente juste de la transformer. Typiquement, par exemple, si tu prends une éolienne, les pales, elles captent l'énergie du vent, et l'éolienne, elle va transformer tout ça en électricité, qui va ensuite être alimentée jusqu'à chez toi pour alimenter ta télé. Il y a une citation d'un chimiste un peu connu qui s'appelle Lavoisier, qui dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Pour l'énergie, on est en plein dedans. Et donc, en fait, ce premier principe, il devrait quasiment clore le débat sur l'énergie infinie à lui tout seul. À part que tous les bonhommes qui font leur machine sur internet, leur argument à eux, c'est que leur machine, elle marche. Bam, imbattable. Bah mais quand tu leur demandes d'expliquer comment elle marche, c'est là que ils ont un peu moins d'arguments. Ou alors ils te demandent d'envoyer du pognon pour qu'ils puissent continuer leur recherche parce que c'est pas complètement fini. Alors que s'il avait réussi, le mec, il aurait pu son électricité, il pourrait même en revendre à EDF, donc il n'aurait plus de problème d'argent. Et alors deuxième argument, c'est que ça utilise de l'énergie qu'on connaît pas encore dans le reste de la science. Ça c'est bizarre. Et donc les gars qui te parlent de cette énergie qu'on connaît pas encore, là c'est devrait limite avoir un petit chapeau en papier d'alu sur la tête. Parce qu'ils vont te parler de fluctuation du vide quantique, d'énergie noire, de résonance magnétique du noyau terrestre, de moteur à aimant perpétuel, bref. Choisis celui que tu veux, il y a l'embarras du choix dans les conneries. Il y a d'ailleurs souvent le nom de Nikola Tesla qui revient, parce que lui il était révolutionnaire en son temps et il avait pour but de rendre l'électricité gratuite pour tout le monde. Et en plus sans fil, donc maintenant il serait content de voir les chargeurs d'iPhone. Bref, si Nikola Tesla t'intéresse, n'hésite pas à le dire en commentaire, comme ça on en fera peut-être une vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à raconter sur le bonhomme. Alors attention, tout ce que je viens de citer, ça veut pas dire que ces phénomènes n'existent pas vraiment dans la science contemporaine. Mais en gros ça a strictement rien à voir avec ce que les mecs qui construisent leur petite machine dans leur garage racontent. Et on oublie souvent de dire que c'est Nikola Tesla lui-même qui a reconnu en son temps que c'était impossible ces histoires d'énergie infinie. Et d'ailleurs on n'a pas attendu Tesla pour déjà conclure la même chose dans le monde des sciences. Pour dire, l'Académie royale des sciences a décidé en 1775 de refuser tout projet d'étude qui touchait à des machines à mouvement perpétuel. Tout simplement parce qu'ils en ont étudié des pelletés et que déjà ça marchait pas et en plus ça monopolisait le temps des chercheurs pour rien. Mais là je viens de parler de mouvement perpétuel et pas de moteur surnuméraire. Alors c'est quoi le rapport? Bah justement, c'est là que le deuxième principe de la thermodynamique arrive. Ça s'appelle le principe d'entropie. Ça veut dire tout simplement que dans toute transformation, il y a de la perte d'énergie. Par exemple, si tu transformes de l'électricité en lumière dans une ampoule, ça dissipe de la chaleur. Et ça, c'est de la perte qu'on appelle l'effet Joule pour les connaisseurs. Dans le cas des machines à mouvement perpétuel du style celle-là ou celle-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura forcément des pertes à cause des frottements. Quoi qu'il arrive. Parce que simplement chaque boulon, chaque engrenage et même tout simplement l'air autour du système, ça crée des frottements qui vont créer de la chaleur qui va se dissiper autour du système.
système. Et donc, on va être sur un système qui perd de l'énergie et pas sur un système de mouvement perpétuel. Et donc, fatalement, même si c'est très long, ton truc il va finir par s'arrêter. D'ailleurs, tous ceux qui ont les 2 derniers bidules que je viens de montrer à la maison, ils savent que au bout d'un moment, ça finit par s'arrêter. Le dernier, il s'appelle d'ailleurs le pendule de Newton. C'est encore un scientifique qui avait compris que l'énergie infinie, ça n'existe pas. Et même Léonard de Vinci avait déjà planché sur la question et était arrivé à la même conclusion. Alors du coup, pourquoi il y a encore autant de vidéos d'articles qui arrêtent pas de sortir sur ce thème de l'énergie perpétuelle? Bah tout simplement parce que l'idée, elle est hyper séduisante. Donc ça crée un espèce de fantasme dans nos têtes d'humains un peu débilos. Et là, on va faire un petit détour par la philosophie des sciences avec un autre principe qui s'appelle le rasoir d'Occam ou le principe de parcimonie. Et ça nous dit tout simplement qu'en science, l'explication la plus simple, c'est souvent la bonne. En gros, ici, ça reviendrait à se poser la question de la théorie la plus probable entre tout un tas de mecs qui ont chacun révolutionné le monde de la physique dans leur garage avec des roues de vélo et des aimants, mais dont les découvertes sont jamais répliquées dans des vrais labos scientifiques ou par des industriels, ou le fait que, bah, soit les mecs bidonnent, soit ils sont pas qualifiés pour comprendre que leurs machines, au final, elles sont pas perpétuelles. Grosse question compliquée à répondre. Bah ouais, on a souvent le droit à des commentaires du style « Oui, c'est l'industrie des énergies fossiles qui fait un lobby pour que ça existe pas. » Bah ouais, sauf que toutes ces vidéos-là, elles sont en libre accès. Il y a même les plans des générateurs et tout, tu peux tout construire toi-même. Peut-être que un mec comme Elon Musk, il aurait pu s'y mettre, quoi. Bah après, il y a toujours le raisonnement du style « Oui, mais les industriels, ils savent qu'on sait qu'ils savent, donc ils font semblant de pas savoir qu'on sait qu'ils savent, qu'on sait, parce qu'ils savent qu'en fait, c'est possible. » C'est là que tu te rappelles le rasoir d'Occam. En fait, non, cette phrase a été beaucoup trop compliquée pour être scientifique. C'est quand même vachement plus probable que les mecs aient juste planqué la prise d'alimentation de leur machine perpétuelle. Alors toi, t'en penses quoi? C'est une arnaque, un complot, c'est des charlatans ces gars? Ou tu penses qu'on va finir par réussir à trouver de l'énergie infinie? Et donc que potentiellement tout ça, c'est lié à des lobbies de l'industrie énergétique? Allez, la baston dans les commentaires. Allez, si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, surtout abonne-toi en activant les notifications pour recevoir les prochains épisodes. Et moi je te dis à plus.